Nicolas Bertrand, je suis le directeur de Cosme Bio et j'ai la chance de co-animer cette conférence avec Caroline et Lauriane. Non, c'est moi qui vais vous présenter. Non, je rigole. Avec Caroline et Lauriane du cluster Bio Rhône-Alpes qui vont quand même faire l'essentiel de la présentation. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Caroline Girard, donc je suis... pardon. Vous m'entendez bien? Parlez super près du D'accord, micro. comme ça. Ouais. Caroline Girard, donc je suis en charge de la partie internationale et marketing au Cluster Bio et on est ravis de vous présenter ces scénarios cosmétiques bio. Bonjour à tous, Lauriane Lubert, chargée de mission innovation et financement au sein du Cluster Bio et merci à Cosme Bio de nous accueillir pour cette co-animation d'atelier. Avec plaisir. Pour rappel, Cosme Bio, c'est l'association professionnelle de la cosmétique bio. Aujourd'hui, on réunit plus de 500 adhérents. On est principalement connu pour notre logo, qui est le logo de Cosmétique Bio, qui bénéficie du plus fort taux de notoriété sur le marché français. Donc notre job, c'est de faire connaître et reconnaître la vraie cosmétique bio certifiée auprès des consommateurs, auprès des professionnels, et puis aussi de pousser le plaidoyer de la cosmétique bio auprès des autorités et des politiques. Alors, vous allez nous parler de prospective. Je vous laisse introduire de quoi il s'agit. Exactement. Alors on va d'abord commencer par... Ah oui, c'est ça. Oui. Avant de commencer la prospective en tant que telle, on veut rappeler, prendre un pas de recul et rappeler des facteurs macro-environnementaux. On est tous la tête dans le guidon dans nos sujets cosmétiques. Reprenons juste un petit pas de côté pour se rappeler dans quel contexte quand même on évolue. Et on vous expliquera en effet que la prospective, c'est un exercice d'anticipation. On l'a travaillé donc depuis 2013-2014 à horizon 2025 et on l'a mise à jour au fur et à mesure. Donc je vais commencer sur 3 facteurs macro-environnementaux. Le premier, c'est la politique. On est dans un contexte où l'écologie s'ancre de plus en plus dans notre société via notamment la Convention citoyenne pour le climat qui a fait objet d'un projet de loi qui a été voté pour lutter contre le dérèglement climatique avec des conséquences dans l'éducation, dans l'urbanisme, dans la consommation, dans les déplacements. Donc c'est quelque chose qui va commencer et qui commence à impacter nos développements. On a côté politique évidemment des échéances l'année prochaine et on commence déjà à voir depuis l'année dernière au municipal des vagues vertes pour vous dire voilà, que l'écologie à plus ou moins grande dose est intégrée dans les programmes politiques. Et à l'échelle européenne, on a le European Green Deal qui a pour ambition d'avoir 0 émission de gaz à effet de serre d'ici 2050. Tout ça à remettre ensuite en perspective de notre secteur cosmétique. Donc, lié forcément à la politique, le côté législatif, évidemment la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui nous oblige à mettre fin au plastique à usage unique d'ici 2040. Évidemment, des enjeux sur le vrac avec tous les magasins de plus de 400 mètres carrés qui auront au moins 20 ou 25% de vrac d'ici quelques années. Et on a aussi sur un aspect toujours législatif, le gouvernement qui a lancé la plateforme Impact, une plateforme pour enseigner aux entreprises le reporting extra-financier et comment intégrer la RSE dans son reporting. Ça a commencé sur les grands groupes, c'est en train de redescendre à l'échelle ETI et progressivement les PME et peut-être les petites entreprises devront faire des rapports extra-financiers et expliquer comment leur action a une visée plus sociale, sociétale, environnementale. Évidemment, un facteur macro-environnemental de taille et qui nous implique tous les jours, ça va être la croissance. Donc, avec la crise Covid, on a eu une baisse de cette croissance. On espère en 2022 une remontée à un niveau au moins égal à 2019. Et on se questionnait évidemment sur le pouvoir d'achat des Français. En ce moment, on est plus que concerné par l'inflation avec la prime de 100 € pour 38 millions de Français. Et ça va forcément avoir un impact, évidemment, dans les magasins, dans les spas, dans tous nos circuits de distribution. Pour les 3 prochains, je laisse Caroline compléter. Oui, merci. Là, 2 choses sur le socio-culturel. C'est d'une part, on voit que les naissances, chutent. Donc, c'est important à prendre en compte parce qu'on sait que sur notre secteur,
Les parents avec enfants, c'est vraiment les cibles de recrutement premier dans le bio. Donc, à quelques années, qu'est-ce que ça va donner voilà, quelle perspective. En parallèle de ça, on a du coup une ruralité qui, avec les différents confinements, les personnes, les citadins souhaitent s'ancrer dans un projet de se mettre au vert à la campagne. Donc c'est pareil, c'est des habitudes d'achat qui vont changer. Donc ça, c'est pour le socioculturel. Niveau technologique, on voit que les applications foisonnent. Il y en a pour absolument tout. On l'a vécu au niveau de ces 2 confinements niveau professionnel. Maintenant, ça passe plus par juste le mail ou le SMS. On a une application pour tout. Et c'est vraiment une nouvelle manière de recevoir l'information au quotidien. Donc ça, c'est au niveau des applications. En parallèle de cela, le e-commerce a complètement explosé ces dernières années. Donc on était sur une courbe montante et qui monte vraiment de manière très très marquée là ces dernières années et encore plus ces 2 dernières années. Et ensuite, pour finir, au niveau écologique, je ne vous apprends rien, c'est très anxiogène, rapport du GIEC catastrophique, les glaciers qui fondent à une vitesse éclair depuis les années 2000. Je suis désolée, c'est pas super gai, mais c'est la réalité. On voit ce surfeur dans une eau turquoise magnifique, mais remplie de déchets. Et on voit que la jeune génération prend ces sujets en main, avec comme porte-bannière Greta Thunberg. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans les années futures? Donc, Nicolas, on va te laisser la suite. Ouais, vous l'avez compris, hein, l'objectif c'était pas de vous déprimer, mais c'était aussi de voir quels sont les facteurs qui peuvent influencer le futur de notre secteur, donc la cosmétique bio. Un point rapide aussi sur les chiffres, les tendances. On n'aura pas le temps d'aller beaucoup dans les détails. Voilà, donc un marché qui reste en croissance, hein, qui a connu. Enfin là, je pense qu'on est rentré dans une 4e phase, mais 3 grandes phases de croissance, avec une croissance très forte au lancement des premiers labels de la cosmétique bio. Cosmebio va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Ensuite, suite à la crise de 2008-2009, on a eu des croissances un petit peu plus faibles. Et puis, il y a eu un véritable point d'inflexion en 2016 avec à nouveau des croissances à 2 chiffres, proches de 2%. Et aujourd'hui, le marché il est estimé à 950-970 millions d'euros en France. Donc un marché qui reste en croissance, qui a été en croissance en 2020, puisque le chiffre d'affaires bio de nos adhérents, il a augmenté de 7% sur l'année 2020. Et puis 2021, on n'a pas encore tous les éléments, mais en tout cas, il y a encore de la croissance dans le réseau de pharmacie, dans le réseau GMS, et c'est un peu plus difficile sur le réseau spécialisé. Donc, autre info, c'est qu'aujourd'hui, on a un consommateur sur 2 qui a un produit bio certifié dans sa salle de bain. C'était un objectif de Cosmebio il y a 10 ans. C'est-à-dire que quand on demande aux Français s'ils ont acheté un produit bio au cours de l'année, eh bien aujourd'hui, il y a un Français sur 2 qui répond positivement à cette question. Donc on est vraiment sur un marché qui est de plus en plus mainstream. On sort vraiment de la niche et la progression, elle a été énorme. Elle a été de 61% entre 2016 et 2020. Alors, ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que c'est un marché qui continue de recruter de nouveaux consommateurs, même si on le voit sur le comparatif 2016-2020. Voilà, on a un peu moins de consommateurs de moins d'1 an, mais c'est normal aussi. Quand aujourd'hui on touche la moitié de la population, forcément ça va être de plus en plus difficile de conquérir de nouveaux consommateurs. C'est mécanique. Et sur ce marché, il y a un label, en tout cas sur le marché français, voilà, il y a un label qui bénéficie de la reconnaissance du consommateur, et c'est le label Cosmebio. C'est pas moi qui le dis, ce sont les études avec un taux de notoriété proche de 80%. Alors après, si vous demandez à un consommateur aujourd'hui s'il connaît Cosmebio, même s'il connaît EcoCert, ou si vous lui demandez de citer un label de cosmétique bio, vous aurez vraiment des chiffres qui seront très très faibles, largement en dessous de 10%. Par contre, lorsque vous montrez les labels de cosmétiques, c'est vraiment le label Cosmebio qui ressort comme celui qui bénéficie du plus fort taux de notoriété. Voilà, et donc c'est aussi un marché qui est caractérisé
par vraiment un foisonnement d'acteurs, avec de plus en plus d'acteurs, de tout type d'ailleurs. Il y a des pure players, il y a aussi des majors de la cosmétique qui lancent des gammes bio, qui certifient une partie de leur gamme, et ça se traduit notamment dans les effectifs de notre association, et aujourd'hui on a plus de 519 adhérents. Et ce marché, il se répartit sur différents réseaux, donc principalement la distribution spécialisée bio, hein, qui a été le soutien historique de la cosmétique bio, mais de plus en plus, il y a une offre, vous avez pu le constater en tant que consommateur, consommatrice, qui est de plus en plus large aussi en grande distribution. On a connu aussi un fort développement du digital lors notamment à l'occasion du confinement, et puis aussi la pharmacie se développe bien. Et ensuite, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la cosmétique bio est accessible aux consommateurs dans quasiment tous les réseaux, que ce soit les department stores, la distribution sélective ou autre. Voilà. Alors, comment peut-on imaginer le futur de la cosmétique bio ? Merci Nicolas pour ce rappel chiffré, voilà, d'ancrer les facteurs environnementaux à notre secteur cosmétique. Alors, on avait développé 4 scénarios, imaginez, donc développer 4 scénarios en faisant appel à des journalistes, à des experts. Donc le bioémergent qui va être le scénario tendanciel, celui de base que je vais expliquer un petit peu. Et de cela, des facteurs environnementaux vont varier, ça va être des points de rupture. Et on a développé 3 autres scénarios, biolibéral, bioréférent, biosuspect. En peu de temps, on va développer seulement le bioréférent et biosuspect qui sont finalement les 2 extrêmes. Bioréférent où tout va bien, en 2025 la cosmétique bio est pleine de papillons et d'arc-en-ciel. Et biosuspect où justement on est un petit peu moins content, et c'est important d'avoir ces 2 visions pour pouvoir aussi anticiper. Alors le scénario initial, c'est le scénario bioémergent, le bio en extension sous contrainte d'identité et de distribution adaptée en compétition économique et réglementaire avec le conventionnel. Nicolas en a parlé, on a du développement de la cosmétique bio sur tous les secteurs, avec du coup des engagements plus ou moins forts, avec beaucoup de variétés, de multitudes de cahiers des charges. Et dans ce scénario initial, on a pris un point de rupture, c'est le développement des crises sanitaires sur la cosmétique conventionnelle. Donc ça, on est sur de la projection évidemment. Donc on imagine qu'il y a des débats, des controverses sur la cosmétique conventionnelle qui vont jouer dans ce scénario bioréférent pour développer le bio en cosmétique, et une prise de conscience environnementale décuplée qui va aussi aider notre secteur dans les prochaines années. Alors voyons à date où on en est. Évidemment, on est sur une synthèse de cette étude. On peut quand même dire que 8 consommateurs sur 10 estiment l'absence d'ingrédients chimiques dans leurs produits comme nécessaire, plus d'un tiers comme essentiel. On a vu notamment, il y a eu en 2016-2017 des débats sur les sels d'aluminium qui ont fait complètement plonger les ventes de déodorants conventionnels et augmenter énormément celles du bio. Et on a d'autres secteurs qui agissent pareil sur du coup, le côté ingrédients controversés qu'on veut absolument éviter. On est sur un référentiel où le bioréférent, on est sur un référentiel Cosmos organique qui s'installe dans le paysage cosmétique avec une exigence supérieure à la norme 16128 qui est un peu plus large et qui est moins contraignante. On a aussi des acteurs qui portent ce référentiel, dont Cosmebio, qui agissent et qui communiquent pour montrer la différence entre ces labels et qui font évoluer ce cahier des charges vers plus de contraintes et plus d'exigences. Ce bioréférent, il est également, comme je disais, les consommateurs regardent de plus en plus les ingrédients qu'ils vont mettre dans leurs produits. Ils fuient des ingrédients et ça les amène aussi à vouloir fabriquer eux-mêmes. Ça fait également lien, évidemment, on disait tout à l'heure, avec le fait que les pouvoirs d'achat diminuent. Donc, faire soi-même, ça peut être moins cher, ce n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, on sait ce qu'on met, donc ça développe aussi toute une autre façon de consommer et de vendre des ingrédients cosmétiques. Et notamment, cette étude Harris Interactive qui montre que 75% des consommateurs fabriquent au moins un produit, que ce soit produits cosmétiques, lessive, d'entretien, et 34%, donc un tiers des produits cosmétiques. Pour aller assez vite, les consommateurs bio sont des consommateurs qui sont plus éco-conscients. 56% consomment bio pour préserver l'environnement. Et ça se voit notamment aussi de plus en plus grâce à la législation qui évolue
mais avec le développement du vrac, du zéro déchet, du solide, du poudre, de tous ces formats où le bio est référent, où le bio montre la voie à la cosmétique traditionnelle et conventionnelle en tout cas, qui rattrape, qui suit, et où du coup la bio a une position de leader, en tout cas dans l'intention. Sur le bio référent, la cosmétique innove. Alors on a parlé de in and out juste avant avec Homom. Là, voilà l'exemple de douceur cerise. On a des brevets qui sont sur les ingrédients cosmétiques bio. On a des travaux qui sont faits sur les colorants naturels végétales et notamment aussi des choses où on est beaucoup plus en avance sur le toujours in and out, le microbiome, la conscience d'une cosmétique holistique à la fois sur l'alimentaire, sur la cosmétique. Enfin, sur ce bio-référent, la cosmétique bio, devient aussi efficace que la cosmétique conventionnelle. C'est souvent ce qui lui était reproché, qu'elle n'était pas très sexy, qu'elle ne donnait pas envie et qu'elle n'était pas efficace. Là, 85% des femmes recherchent des produits cosmétiques efficaces. 16% sont non acheteuses car elles n'ont pas une bonne perception. Et on voit des marques qui développent des produits déjà efficaces avec des preuves d'efficacité et également qui rassurent sur la partie innocuité grâce à des tests avec des dermatologues, des partenariats avec des experts d'instituts, etc. Et notamment 60 millions de consommateurs qui montrent aussi, dans certains articles, pas dans tous, mais que la cosmétique bio peut être plus efficace que le conventionnel. Et pour conclure plus que 2 slides sur cette partie vraiment bio-référent, la représentation accrue de la cosmétique bio dans la presse, on voit de plus en plus parler de cosmétique bio dans de la presse traditionnelle, conventionnelle, et ça c'est forcément bon signe et ça donne de l'espoir sur notre secteur. Et on a des événements comme ça, évidemment Natexpo est un lieu dédié au naturel et bio, mais on a également d'autres salons comme Vivanes en Allemagne, par exemple à In Cosmetics, on a de plus en plus de corners innovation verte et ingrédients bio, enfin voilà, on a des choses, la presse professionnelle se développe et se verdit, ce qui fait qu'on est sur un scénario bio-référent qui a été à notre dernier événement Bio Days où on a présenté ces 4 scénarios mis à jour. C'est celui où les professionnels ont dit qu'en 2025, c'est celui le plus probable qui se réalise. Je vous laisserai vous donner votre avis, ou en tout cas y réfléchir. Et on va passer plutôt à la partie un peu moins sympathique, moins fun, avec Caroline, voilà, du bio suspect, mais qu'il faut avoir en tête, puisqu'évidemment, il faut aussi anticiper ce qui est moins bien en ce moment et qui peut aussi du coup, menacer cet horizon. Ouais. Voilà, on parle bien des chemins que l'on peut emprunter. Et après, je pense que c'est à chacun de nous, les acteurs de notre secteur, justement, de travailler pour faire que le scénario bio-référent se réalise. Mais après, tout à fait d'accord avec toi, Nicolas. Mais ce qui est très important, nous, c'était bien sûr le bio-suspect. C'est l'extrême qu'on veut absolument pas voir se vérifier. Mais c'est bien de garder les yeux ouverts et d'identifier certains freins et certaines menaces sur notre secteur. Voilà. Donc, résumé du scénario. Donc là, on part sur une crise sanitaire sur les cosmétiques bio qui sont fortement... cette crise est fortement relayée par les médias. Donc, c'est notre point de rupture. Ensuite, on a une crise financière, une baisse des aides publiques. Du coup, le secteur est vulnérable et désorganisé. On a en parallèle pas de réglementation bio forte et un progrès du conventionnel avec notamment la RSE et les grandes marques du bio qui se désengagent. Alors d'abord, il faut savoir, on le sait, on a tous des applis sur notre smartphone de scan produits. Aujourd'hui, c'est très important. On a envie d'avoir, le consommateur veut savoir ce qu'il y a dans son produit et il veut des produits clean. Alors attention aux mauvaises notes, c'est très important en tant que marque de bien scanner ses propres produits pour voir ce qui ressort parce que c'est vraiment un critère d'achat, vous le savez tous. Et ce consommateur, donc c'est ce que je vous disais, il cherche quelque chose de clean, mais du coup, il y a quand même une confusion dans ce scénario, mais c'est un peu aussi la réalité. Il y a une confusion dans sa tête parce que
il connaît bien la dénomination bio, naturel, vegan, clean, mais ils ne savent pas forcément les différencier. Là, vous avez deux tableaux, donc les labels cosmétiques bio naturels. Si vous regardez les petits pictos, on voit bien le label Cosme bio, mais c'est vrai que le Cosmos naturel organique, c'est la même chose. Enfin, c'est le même code couleur, donc ça peut induire. Ah oui, non, pardon, il est bleu, mais il se ressemble quand même. Et du coup, ça peut induire une confusion dans la tête du consommateur. Après, il y a les labels plutôt généralistes et ensuite des labels qui sont plutôt alternatifs. Et du coup, ils n'ont pas non plus tous le même niveau d'exigence. Donc attention à ça, parce que dans la tête du consommateur, et même dans ma tête, des fois, c'est confus. Donc c'est pour vous dire. Ensuite, on n'a pas connu de crise sanitaire sur les cosmétiques bio. Il y a notamment des alertes qui sont récurrentes sur les crèmes solaires bio chaque année, mais à ce jour, on n'a pas eu de réelle crise de confiance des consommateurs. Notamment grâce à Cosme Bio et à des associations qui communiquent. Oui, beaucoup. Voilà. Et du coup, des chiffres qui sont sans équivoque. Je ne vais pas rentrer dans le détail, Nicolas vous en a parlé tout à l'heure, mais vraiment des grosses progressions sur le rayon. Sur le secteur, aussi l'ensemble de la filière cosmétique, donc pas seulement bio, qui, par exemple, dans les états généraux de la filière, là, il y a un an, se réunissent et ont vraiment une volonté d'accélérer cette transition écologique avec des mesures. Sur 30 mesures pour la relance, il y en a 9 autour de l'environnement, la transition écologique, l'éco-conception, l'impact environnemental, la biodiversité. Et je vous cite la mesure 15 qui est décarboner l'industrie pour accélérer la transition écologique. Donc il y a vraiment au niveau global une volonté d'aller vers cette transition. Après, par rapport à scénario, on n'est pas du tout dans un secteur qui est vulnérable et désorganisé. Au niveau de la gestion du référentiel Cosmos, les 5 membres fondateurs font partie du conseil d'administration, sont là pour faire vivre ce référentiel. En parallèle, on a Cosme Bio qui communique beaucoup, ont vraiment une force sur la gestion de crise par les communiqués de presse, etc. et vraiment de la communication. Donc ça, c'est très important au niveau de la pédagogie pour montrer que oui, c'est un secteur qui est organisé et fort. Après, je vous le disais en introduction, au niveau de la montée du conventionnel sur des thématiques comme la RSE, ça c'est sûr que ça apparaît comme des menaces, notamment avec Yves Rocher, qui a été le premier groupe international à adopter le statut d'entreprise à mission. Donc leur mission, c'est reconnecter les gens à la nature, donc ça, il faut le garder en tête, où on a des gros groupes tels que Lush qui se positionnent vraiment qui sont militants sur la cause animale. Donc ça, c'est important de le souligner. Vous n'avez peut-être pas tous les mêmes moyens que Lush ou que Yves Rocher, mais chacun, vous pouvez faire de la pédagogie directement auprès de votre consommateur pour montrer ce que vous faites sur les filières, sur tout votre travail. Ça peut être lourd, ça peut être compliqué, mais c'est finalement ça qui fera du coup ressortir les marques bio, vos engagements par rapport à d'autres marques qui ont d'autres moyens, mais aussi d'autres actions et peut-être moins concrètes. Oui, tout à fait. Ensuite, dans ce scénario, on avait les grandes marques qui se désengageaient du bio. Donc là, on est vraiment loin de ce scénario à l'heure actuelle parce qu'on l'a tous constaté, il y a vraiment un large choix de produits dans les rayons du shampoing au dentifrice à la crème anti-âge, au déodorant, sous plein de formes différentes. Donc, on n'en est pas là. Les grandes marques ont tous quasiment des marques de distributeurs. Donc on voit que ce scénario, c'était important pour nous d'en parler aujourd'hui pour vraiment faire le pendant avec le premier. Et du coup, on vous met les 4 scénarios en fait, qui avaient été imaginés à la base en 2014. Et nous, aujourd'hui, on vous en a présenté 2. Et tout ça pour vous dire que si vous avez besoin d'infos, nous, on se trouve en stand Q115, le cluster bio, ou en M11, niveau cosmétique. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin de précision. De discuter. Attends. Merci, Nicolas. Donc, je pense que vous avez bien compris que le principal risque, il réside dans la dilution du bio.
le développement de certification, enfin même pas de certification, de labels alternatifs. Donc je pense que le message, c'est de se dire qu'il faut qu'on défende ensemble les engagements des entreprises aujourd'hui qui font le choix d'avoir des produits certifiés, de faire venir des organismes certificateurs pour contrôler ce qu'elles font. Et ce n'est pas le cas de tous les labels. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut communiquer ensemble. C'est pour ça que, par exemple, on lance des actions comme la Semaine de la cosmétique bio. C'est la deuxième année. Ça commence à prendre de l'ampleur pour justement sensibiliser le consommateur sur les engagements qu'il y a derrière un logo cosmétique bio. Bon, il y a Cosme Bio. Il y a d'autres logos. Il y a d'autres logos et d'autres associations qui font très bien leur travail. Je pense à Natrou notamment. Voilà, mais c'est important en tout cas d'avoir un message clair et d'expliquer aux consommateurs ce qu'est un véritable cosmétique bio et ce qu'est un cosmétique pseudo-naturel ou inspiré du naturel ou avec quelques ingrédients végétaux, même s'ils sont issus de l'agriculture biologique. Donc voilà, donc on compte sur vous pour porter cette parole, faire en sorte que le bio suspect, ça ne se réalise jamais, et continuer sur la trajectoire du bioréférent. Merci à tous, merci Nicolas, merci. Caroline.